nous sommes à l'European Cyber Week, organisée par le pôle d'excellence cyber. Ici Yasmine Douadi pour Risk Intel Media. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour une conférence sur la nécessaire inclusion des autistes Asperger dans l'écosystème de la cybersécurité. L'autisme, le haut potentiel, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. On parle des pluridis, on parle tout ce qui est lié à l'hypersensibilité, j'en oublie, font partie de ce qui compose la diversité cognitive. Et ça constitue ce qu'on appelle les neuroatypies. Alors les neuroatypies, eh bien, c'est également les individus n'ayant pas de conditions neurologiques les distinguant de la norme, cette fameuse norme. Et du coup, les neuroatypies et puis les individus voilà, qui sont peut-être dans la norme se regroupent dans un terme générique qu'on entend beaucoup en ce moment, ce qu'il appelle la neurodiversité. Alors la neurodiversité, c'est quoi? Vous avez compris, c'est les neuroatypies et puis les gens apparemment qui sont normaux. Bon, vous faites ce que vous voulez avec ça. Pourtant, la neurodiversité, si je vous pose la question, vous allez dire « Oh, ça doit concerner 20% de la population ». Eh bien non, on est tous concernés puisque la neurodiversité, ça concerne 100% de la population. Pourtant, les personnes neuroatypiques doivent faire face à de nombreuses difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Un chiffre, et retenez-le bien, 90% des autistes n'ont pas d'activité professionnelle. Alors, qui sont ces profils atypiques qui révèlent notre incapacité collective à leur faire une place dans la société? Vous en connaissez tous autour de vous. Je répète, ils sont autistes, ils sont zèbres, ils sont hypersensibles, ils sont haut potentiel, ils sont 10, ils sont hyperactifs, souvent réputés ingérables, souvent discriminés à l'école. Alors, comment mieux les accueillir et les inclure dans le respect de leurs différences? Et j'ai un grand privilège, et nous avons un grand privilège, d'avoir sur la table ronde, d'accueillir Amy, Mathis, Antoine et Emmanuel, qui vont vous exprimer leur singularité. Je vais vous donner la parole pour vous présenter, et je vais commencer... Oh pardon, il faut que je prenne le micro. Voilà. Ou alors je restais là. C'est pas pratique. Amy, voilà, je te laisse la parole pour te présenter et puis après on passera la parole à Mathis, à Antoine et Emmanuel prendra la suite. À toi, Amy. Vas-y, présente-toi. Je m'appelle Amy, j'ai 20 ans, j'ai de l'autisme du coup. J'ai eu de sacrés soucis toute ma vie au niveau du social, parce que j'ai découvert mon autisme il n'y a que 2 ans. Donc, je ne savais pas pourquoi j'étais bizarre. Mais j'ai quand même réussi à avoir un bac en communication visuelle plurimédia. Et maintenant, je suis en formation à l'IMTS en front-end. Voilà. Pour l'instant. Mathis? Bonjour, je m'appelle Mathis Gasnier, j'ai 16 ans. J'ai été diagnostiqué d'un TSA il y a 3-4 ans maintenant, un TSA avec une hypersensibilité sensorielle et un haut potentiel intellectuel. Ça m'a apporté pas mal de soucis dans ma vie scolaire surtout, où j'ai été harcelé à cause de ce TSA. J'ai souvent eu beaucoup de mal à m'intégrer, que ce soit en société ou même scolairement. Et je suis maintenant à l'IMTS, dans une formation de développeur web, et je suis globalement beaucoup mieux, j'ai eu beaucoup plus de simplicité à m'intégrer dans un lieu qui était adapté vraiment pour s'intégrer avec un TSA. Merci. Antoine. Bonjour. Je m'appelle Antoine Pestel-Repars, j'ai 35 ans et je suis élève à l'IMTS en tant que développeur back-end. Bon, ouais. Si, vas-y, raconte. Bon, on m'a dit que j'étais atypique. Aspi? Allez, Aspi. Moi, je sais pas. En ce qui me concerne, c'est vous les atypiques. Mais... Yes.
Et alors moi, je vais peut-être être un petit peu plus long, mais on va voir si on a le temps. Donc, ouais, Emmanuel Sari, donc j'ai 37 ans, je suis développeur mobile Android pour Capgemini depuis une douzaine d'années. Et je pense que la plupart d'entre vous, si on discutait ensemble dans la rue pour la première fois, vous ne vous douteriez pas que je suis autiste. Et effectivement, moi non plus, pendant très longtemps, je ne l'ai pas su. Je l'ai appris qu'il y a 5 ans. Parce que comme beaucoup de gens qui ont grandi dans les années 90 et avant, je suis passé sous le radar des diagnostics, parce que les spécialistes ne connaissaient pas encore suffisamment l'autisme pour savoir que ça allait au-delà des enfants qui ne parlaient pas et qui se cognaient la tête contre les murs. Et donc, de la même manière, voilà, des très grosses difficultés pour m'intégrer. Et à côté de ça, pas diagnostiqué parce qu'un parcours scolaire brillant. J'avais des facilités dans beaucoup de matières académiques, mais beaucoup de problèmes de crise de comportement, des choses comme ça. Et donc j'ai dû me construire petit à petit sans l'aide de spécialistes, sans accompagnement. Mais heureusement, j'ai bénéficié j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était attentive et qui a su m'accompagner et me donner les clés. Et de telle sorte que, arrivé à l'âge adulte, j'ai pu rentrer dans le monde du travail sans trop grande difficulté et en étant capable au contraire de profiter des forces que m'apportait ma différence. Puisque l'autisme, ça va souvent être en fait au lieu d'avoir des compétences qui sont à peu près équilibrées sur tout ce qu'on sait faire, ça va être souvent de gros déséquilibres, certaines compétences qui sont surdéveloppées et d'autres sous-développées. Dans mon cas, j'étais très doué pour la logique, les mathématiques, et par contre très mauvais pour tout ce qui était relations sociales, comprendre l'empathie, exprimer mes sentiments, etc. Que j'ai dû compenser donc petit à petit en comprenant comment ça marche, en appliquant de la logique à ce qui aurait dû être instinctif. Et donc aujourd'hui, je suis complètement fonctionnel dans le monde de l'entreprise. J'ai pas besoin d'aménagement particulier, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres autistes dans le domaine du travail et qui arrivent à fonctionner avec éventuellement des aménagements particuliers dont on parlera tout à l'heure. Oui, je prends ce micro-là parce que je suis plus à l'aise que le truc là. Alors du coup, Emmanuel, est-ce que tu pourrais, et après je repasserai la parole donc aux collaborateurs, est-ce que tu peux donner des exemples, puisque toi tu es dans le milieu professionnel, tu as évoqué ton parcours, alors on essaye de faire rapide, hein. Est-ce que tu peux, j'ai envie de dire, donner des exemples assez concrets, enfin je veux dire concrets, qui permettrait et qui permet la réussite d'intégration d'un profil d'un autiste, quoi, dans une entreprise et notamment une entreprise cyber. Bien sûr. Pour ceux d'entre vous qui étaient dans la salle un peu en avance, vous voyez qu'on a pris un peu de temps pour jouer avec les lumières et réussir à créer un bon environnement. L'autisme va souvent s'accompagner d'hypersensibilité, de difficultés avec certaines lumières trop fortes ou certains bruits. Donc une des manières d'adapter l'environnement de travail pour des autistes, ça va être d'essayer d'éliminer toutes ces sources d'hypersensibilité. Un autre aménagement qui peut se faire, c'est par exemple de privilégier un bureau individuel plutôt qu'un open space, pour limiter des interactions sociales qui pourraient être gênantes ou pas toujours bienvenues. La mise en avant du télétravail. J'ai connu aussi, par exemple, dans une société, une personne qui travaillait en horaire décalé, qui du coup faisait ses journées de 16h à 2h du matin, pour limiter le stress des relations sociales. Ça peut être aussi privilégier les emails plutôt que la discussion en direct, pour essayer de mettre la personne à l'aise. Et pour tous ceux qui se disent « moi c'est pas possible, on peut pas bosser avec quelqu'un qui travaille en horaire décalé comme ça », je suis sûr que parmi vous, la plupart ont déjà travaillé avec des gens qui sont aux États-Unis ou en Inde, et ça se passe très bien. Donc voilà. Mathis, je voudrais revenir vers toi, parce que je trouve que tu as été un peu court.
Hein. Quand tu entends, Emmanuel, en effet, c'est un parcours qui a demandé à prendre beaucoup sur soi, c'est un parcours douloureux. Toi, tu es tout jeune, tu ne connais pas encore le monde de l'entreprise. Comment tu appréhendes, ou qu'est-ce que demain, tu as une entreprise qui vient te voir pour t'embaucher, qu'est-ce que tu vas lui demander? Déjà, de pouvoir avoir un environnement qui soit pour moi calme, parce que je vais, avec mon hypersensibilité sensorielle, je vais avoir tendance à pouvoir perdre ma concentration si des bruits pas réguliers ou trop forts peuvent arriver. Exemple, le bruit d'une imprimante peut être assez dérangeant. Les feuilles qui s'impriment, qui ne sont pas forcément régulières, vont avoir tendance à me faire perdre ma concentration. Pareil avec la lumière, une lumière trop forte va avoir tendance à m'éblouir, à me perdre un peu dans mes pensées, etc. Et des bruits qui ne sont pas forcément entendus par tout le monde. Par exemple, des néons, certaines lumières font des bruits qui sont assez caractéristiques et assez forts pour moi, que d'autres n'entendent pas forcément. Et ça peut être des trucs qui peuvent me perturber énormément. Et aussi le côté, dans une entreprise, le côté social, pour avoir la capacité de me mettre dans mon coin pour vraiment être isolé un peu socialement, pour me calmer, pouvoir travailler tranquillement, sans être forcément dans un groupe, sans être dérangé, sans pas forcément parler, pouvoir m'isoler. Alors, je vais me tourner vers Antoine. Antoine, Oui. par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on a pu entendre avec Emmanuel et puis Mathis, j'ai envie de dire, là, on parle en effet des difficultés que vous pouvez rencontrer et que les choses concrètes qui peuvent être mises en place, c'est des choses simples par l'entreprise. Mais moi, j'ai envie de vous entendre dire aussi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on devrait recruter que des non-autistes ou des autistes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise, elle va te recruter toi? Est-ce que c'est parce que tu vas dire que tu es autiste? Ou c'est parce que tu ne vas pas le dire, ou voilà. Est-ce que tu comprends la question? À peu près. Alors réponds, voilà. Alors pour moi, c'est la diversité des profils. C'est que le fait est que quand on a une neurodivergence, c'est tout un biais cognitif et c'est une vision du monde qui est différente. Et l'entreprise a intérêt à multiplier les visions, les points de vue, justement pour notamment celles qui rendent des entreprises de services, parce que tu atteins des publics qui sont très très différents. Et plus tu as de personnes pour prendre en compte les différents besoins et les envies de tel ou tel public, mieux tu réponds à leurs attentes. Tu as quelque chose à ajouter? Je vais rebondir un petit peu là-dessus, oui. L'avantage des profils neurotypiques qui vont souvent penser un peu différemment, ça aide beaucoup dans le monde de l'entreprise et notamment dans le monde de l'ingénierie, à identifier plus de choses lors de la phase de spécification d'un produit, à avoir des idées, à penser à des choses auxquelles d'autres n'auront pas pensé, et du coup à couvrir un maximum de choses en amont pour éviter des problèmes en aval. C'est une des forces qui peut y avoir. Oui. Associé aussi à souvent la rigueur du travail qu'il va y avoir chez les autistes, vouloir faire quelque chose qui marche très bien. Moi je sais que personnellement, je vais passer plus de temps sur mes algorithmes, mais ils vont souvent avoir moins de bugs parce que je vais avoir pensé à beaucoup plus de cas aux limites que la plupart de mes collègues. C'est vrai qu'il y a quand même, particulièrement chez les profils neuroatypiques, un certain besoin d'une structure ou d'une organisation. Donc effectivement, quand tu codes, c'est vrai que c'est tout un processus, il y a tout un souci de nomenclature et de vraiment bien faire, et du coup c'est vrai que tu reviens dessus jusqu'à ce que tu l'aies effectivement poncé. Amy, je sais qu'on a pas mal conversé aussi pour préparer cette rencontre. Moi je sais que tu n'as pas un coup de gueule à donner, mais presque. Est-ce que là, maintenant, à l'instant, tu es capable de dire ce que tu as envie de dire? J'en sais rien, ça dépend de ce que tu veux que je dise. C'est ça le truc. Hein,
On parle de beaucoup de choses, Catherine. Alors, Oh. est-ce que pour toi, en effet, aujourd'hui, j'en suis sûre que, genre, on n'est jamais sûr de rien, mais la salle, peut-être qu'ils ont en tête l'autisme, super intelligence, super génie. En fait, les gens, quand on parle d'autisme, c'est soit qu'ils les voient complètement débiles, excusez-moi, ou au contraire, ils voient des gens, ils voient des profils super, des génies, quoi, des savants, de style de Good Doctor, toutes les séries inutiles qu'on voit à la télé. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi, en tant qu'autiste, tu te sens une super génie ? Oh non, surtout pas moi. Après, je ne suis pas stupide non plus. Sinon, j'aurais pas réussi tous mes points de formation. Donc, il y en a qui ont d'autres problèmes que moi dans ma formation, mais qui n'ont pas réussi à cocher toutes les cases de ce qu'on a appris au début de l'année, par exemple. Mais ça Donc, veut veut dire rien quoi, dire. cocher toutes les cases pour toi ? Bah, Ça veut dire c'est de ressembler à la norme, une norme que l'on te demande ? c'est des compétences qu'on a acquis de ce qu'on a appris, en fait. Moi, j'ai été rigoureuse, même dès que j'étais très fatiguée. Je disais pas, oh, j'ai la flemme de finir. T'imagines, tu dis à un client, j'ai la flemme de finir ton site, débrouille-toi. Bah non, ça le fait pas. Et pour ce qui est des gens super intelligents, machin, c'est plutôt par rapport à Mathis qui a de grandes connaissances, au point même qu'il a plus de connaissances que les formateurs à l'IMTS. Mais ça sort pas de nulle part. Il a travaillé pendant 7 ans non-stop dans sa chambre à étudier les langages. Donc c'est pas Le c'est côté pas, jusqu'au boutiste. il n'est pas juste né. Oh là là, je vais faire ça plus tard. T'imagines les premiers mots de ton gosse, je vais faire du code maman, ça craint, tu vois. Justement, Mathis, moi, alors oui, c'est moi qui ai piqué ton micro. Alors, j'ai provoqué un petit peu, enfin, j'ai provoqué Amy, mais en même temps, je ne l'ai pas provoqué. Ton parcours, il est intéressant et tu as 16 ans. On t'a fait rencontrer des boîtes qu'on ne va pas citer parce qu'on ne va pas faire de pub pour personne. Parce qu'en effet, en gros, moi j'ai envie de te dire, des fois tu ne sais pas trop quoi faire de tes neurones là-haut. Bah ouais, parce que ça fait 7 ans que du coup, comme Émile l'a dit, je fais de l'informatique. J'ai connu dans beaucoup de domaines en informatique, personnellement, pas professionnellement, justement. Et l'IMTS, je voulais surtout y aller déjà pour me professionnaliser. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est sûr, personnellement, je sais que j'ai des compétences, de grosses compétences en informatique, pour lesquelles j'ai quand même énormément travaillé. C'est pas venu du jour au lendemain en claquant des doigts. J'ai passé des mois quasi enfermé à juste coder. Mais j'avais pas ce côté professionnel qui est nécessaire pour aller dans le monde professionnel. Et c'est intéressant aussi pour ça, mais de l'autre côté, il faut aussi que, en apprenant le côté professionnel du métier, j'arrive à m'intéresser et m'occuper, parce qu'autrement, je vais avoir tendance à m'ennuyer et à mal retenir. Pour retenir, j'ai besoin de vraiment occuper entièrement mon esprit, et ça peut être compliqué en fonction de ce que j'essaie de faire. Et du coup, j'essaie de trouver des stratégies pour ça, justement, depuis quelques mois. Sur les stratégies, c'est intéressant. Antoine, est-ce que toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques exemples alors je ne sais pas si c'est le bon terme, je regarde Jeanne qui va me dire tu dis n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de stratégies qui te permettent, j'ai envie de dire, de rentrer, entre guillemets, dans la norme, pour être accepté, pour pouvoir... Enfin, voilà. Est-ce que tu en as ? Si tu n'en as pas, on passe à Emmanuel, il n'y a pas de problème. C'est surtout que j'ai essayé un petit peu, parce que, en fait, quand j'étais adolescent, j'ai forcé l'originalité. Quitte à... Oui, je me suis dit, autant y aller à fond. Il y a un moment, c'était un petit peu fatigant, parce que autant au début, ça amuse, autant à terme, ça lasse. J'ai peu d'amis de longue date. Et j'ai essayé effectivement un petit peu de rentrer, mais je me suis rendu compte que c'était quasi impossible. En fait, de rentrer dans la norme, c'est juste trop de trucs qui me chiffonnent. Donc au bout d'un moment, j'ai essayé de trouver cet équilibre entre affirmer qui j'étais
Et disons, pas trop grossir le trait non plus, quoi. Je vais te poser une autre question, comme tu as le micro. Antoine est très intéressé par la cyber. Oui. T'inquiète. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as envie de dire aux entreprises de la cyber pour qu'ils justement puissent être dans une dynamique à recruter des profils, on va dire, atypiques? Si on avait voilà, parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre dans le public. C'est qu'est-ce qu'on peut leur donner, quelles clés on peut donner aux entreprises pour justement qu'ils puissent vous recruter, nous recruter dans l'entreprise, même si on est atypique. En fait, moi, je débute. Cette reconversion est relativement récente, donc je n'ai quand même pas énormément d'expérience dans ce domaine. Après, de ce que j'en ai vu, la cybersécurité, c'est quand même un domaine qui a l'air d'être un domaine de méga passionnés, en fait. Et ça, c'est typiquement un truc d'autisme, pour le coup. Ce côté très concentré sur un sujet, mais qu'il le connaît à fond. Et je sais pas, je trouve que ceux avec lesquels j'ai eu le plaisir de parler, c'était difficile parfois même de leur faire parler d'autres choses. T'as l'impression que c'est vraiment quelque chose sur lesquels ils sont archi concentrés. Et du coup, moi, j'ai quand même l'impression que la cyber, c'est un nid à autistes presque. C'est presque fait pour eux. C'est un domaine qui demande un jusqu'au boutisme qu'on retrouve facilement dans les intérêts spécifiques des autistes. C'est ça. Justement, vont pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Parce que le principe de la cybersécurité, c'est qu'il faut rien laisser passer. Il faut aller jusqu'au fond des choses en tout. Et il faut le maîtriser d'un bout à l'autre. Il faut être le plus exhaustif possible. Tu ne veux pas sécuriser à 100%. C'est ça. C'est l'objectif. Et le côté un peu buté, très droit au but des profils autistiques s'y prêtent tout à fait. D'autant que ça va souvent toucher à des mathématiques, à des sujets de logique fondamentale qui pour beaucoup d'autistes, pas tous, vont être pile dans le curseur dont je parlais tout à l'heure, dans la compétence où ils ont des facilités et où du coup vont pouvoir pleinement s'exprimer là-dedans, s'épanouir là-dedans et du coup en faire profiter les entreprises. C'est ce que tu disais, c'est que les rapports, enfin tout ce qui relève du social, sont des règles un petit peu implicites et qui ne reposent pas forcément sur une logique ou une logique qui est un petit peu camouflée. Et il y a effectivement cette logique qu'on retrouve dans tout ce qui est mathématiques, informatique et autres. C'est ça. Il y a un côté rassurant dans les mathématiques parce que 1 + 1 = 2 et ça fait toujours 2. Voilà. Est-ce qu'on prend les questions du public? Parce que je crois qu'il y en a eu. J'ai vu des mains se lever, oui. Je ne sais pas si... Et c'est moi qui décide, c'est pas vous? Oui, madame. Alors, un autiste fait exactement ce qu'il veut. Eh ben, moi aussi. Un autiste sait ce qu'il veut. Surtout. Avant de passer aux questions du public, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est le moment de dire, de passer un mot aux entreprises. Un mot ou sinon on va... C'est bon? Je peux passer le micro au public? Alors, j'espère que vous avez des questions. Alors, avez-vous des questions? Jeanne, tu fais le micro? Merci beaucoup. Bonjour. Alors ma question, si vous parlez d'autisme, c'est vrai, enfin donc c'est, j'imagine, un psy qui a diagnostiqué l'autisme, mais c'est la différence avec HP, c'est quoi? Parce que c'est quand même très ténu la différence. Enfin, au potentiel autisme, c'est-à-dire que ce côté il y a quand même beaucoup de choses que je reconnais. Enfin, ce côté obsessionnel et la lumière, et tout, enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui sont... Alors, pas exactement, parce que techniquement, HPI, c'est certaines capacités intellectuelles. Après, on parle du QI. En fait, il y a plusieurs QI.
Et quand tu associes ça, ce qui est mon cas, quand tu associes HPI et autisme, en fait, tu te retrouves avec des profils particulièrement disharmonieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des intelligences qui seront plus développées, tu en as d'autres qui le seront moins. Mais c'est très différent. Là, on calcule vraiment les intelligences avec HPI, c'est au potentiel intellectuel. Après, c'est un peu galvaudé. Mais l'autisme, c'est un trouble du développement, ce qui est très, très différent. C'est-à-dire ? Alors, en Je pense fait, que Jeanne en parlera mieux. la différence, elle est principalement neurologique. Le HPI, le haut potentiel intellectuel, ou THPI, très haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un trouble neurodéveloppemental. C'est une façon spécifique d'utiliser ces 7 capacités d'intelligence, 7 domaines d'intelligence, de façon harmonieuse et plus efficiente. Ce qui va poser problème, c'est les conséquences du HPI chez certaines personnes. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. On est autiste, on meurt autiste. C'est un fonctionnement cérébral, neurologique différent. Les synapses, les interactions neurologiques, le fonctionnement, la construction, la cognition, donc la cognition, c'est la capacité à penser, à réfléchir, à être en capacité d'apprendre, etc., sont perturbés et vont aller perturber les sens. Un diagnostic d'autisme, il n'est pas posé par un médecin, il est posé par une équipe pluridisciplinaire qui doit être composée forcément d'un médecin, de psychologues, d'infirmiers, d'éducateurs, de travailleurs sociaux, et après plein d'autres profils, alors qu'un potentiel intellectuel, le calcul d'un QI va se faire par un psychologue en fonction de son âge sur une grille qu'on appelle soit le WISC-5, soit le VACE, en fonction de son âge et puis du profil, et qui va juste donner un chiffre, et un chiffre uniquement dans une toute partie de la population, puisqu'il faut qu'il soit hétérogène. Si vous avez, comme le disait Antoine, 98 de QI en spatio-temporel et 140 en mémorisation, vous n'aurez pas de QI calculé parce qu'il sera dit hétérogène, ce qui ne veut rien dire du tout. Le QI, c'est une échelle qu'on utilise dans les sociétés occidentales pour, alors actuellement particulièrement à la mode, pour calculer quelque chose qui n'est pas calculable parce qu'il n'y a aucun fonctionnement cérébral qui soit identique. En revanche, l'autisme, c'est bien une façon spécifique de faire fonctionner son cerveau, qui n'a rien à voir ni avec une carence éducative, ni avec des parents maltraitants, ni avec des vaccins, ni avec des psychothérapies. Jamais. C'est eux qui doivent répondre. Par contre, il ne faut pas abuser de l'unité là. Autre question ? Bonjour, merci pour vos témoignages très intéressants. J'ai une petite question. Alors, on a entendu en effet que votre goût pour la logique, la mathématique est devenu parfois une passion, jusqu'au développement enfermé pendant un certain temps. Est-ce que vous avez eu des rencontres, des événements qui ont provoqué votre attrait pour les métiers du numérique et comment vous avez décidé de vous engager dans cette voie, devenir développeur, créateur de sites web? Est-ce que dans votre parcours, on a entendu parler de reconversion, donc est-ce qu'il y a des éléments, des rencontres qui ont déclenché cette reconversion? Emmanuel ? Merci. Chez moi, ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai eu un parcours, j'ai fait un bac S. Sachant pas ce que j'avais envie de faire par la suite, j'ai enchaîné sur une prépa MPSI MP. Et je suis rentré dans une école d'ingénieur au départ, pareil, sachant toujours pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Je suis rentré à l'ENSAT à Lannion, pour ceux qui connaissent, où je suis rentré au départ dans le cursus d'électronique, parce que je me suis dit, tiens, les robots, l'électronique, ça peut être sympa, machin, tout ça. Et puis c'est dans le cursus d'électronique que j'ai commencé, au sein de ce cursus, à faire de l'informatique. Et quand je me suis rendu compte que j'avais 19 sur 20 en programmation et 7 sur 20 en traitement du signal, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je change de filière et que j'aille plutôt dans la filière informatique. Et puis voilà, c'est le métier qui m'a trouvé plus que l'inverse. Amy, tu peux dis-nous comment oui. tu es arrivée dans le développement, toi. Déjà, je vais clarifier un truc, c'est ok, les trois, c'est bien, ils adorent les maths de fou. Moi, j'en ai rien à faire des mathématiques, mais d'une force astronomique. Mais ça m'empêche pas de coder parce que le codage, c'est pas, j'ai jamais pensé aux maths, c'est une façon de réfléchir, de comprendre comment marche le système. Et quand tu apprends le fonctionnement de ce fameux système, tu peux recoder après et même créer d'autres choses de base de d'autres codes que tu as fait. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc peut-être que les autres, c'est, je sais pas, des grands mathématiciens parce qu'ils ont étudié machin, mais moi, j'en ai rien à faire. Alors j'ai parlé, c'est vrai, surtout des mathématiques et de la logique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Et comme on disait,
tous les autistes vont pas avoir les mêmes curseurs aux mêmes endroits. Moi, par exemple, en plus des mathématiques et de la logique, j'ai aussi des grosses facilités dans l'apprentissage des langues. Je suis bilingue en français et anglais. Alors, j'ai jamais vécu de toute ma vie en pays anglophone. Je parle aussi japonais. Tout ce que j'ai pu apprendre en italien ou en allemand lorsque j'étais au collège-lycée, je l'ai pas pratiqué depuis 20 ans, mais je m'en souviens par cœur et je pourrais tout ressortir pareil. Et en informatique, c'est aussi quelque chose qui compte, voilà, les langues, et qui font pas appel au même mécanisme. Mais apprendre à parler à un ordinateur, ça fait appel aux mêmes mécanismes cérébraux qu'apprendre à parler une nouvelle langue à quelqu'un d'autre. C'est réussir à transformer une pensée en instruction. Antoine Mathis, vous voulez répondre à cette question? Comment vous êtes venu à l'informatique, Mathis? Moi, ça s'est un peu fait par suite d'événements. Quand j'étais tout petit, j'avais une tablette et c'est un peu une suite d'événements. J'ai eu un PC ensuite. Sur ce PC, j'ai joué, puis je voulais créer des contenus additionnels pour ces jeux. Et en voulant créer des contenus additionnels pour ces jeux, je me suis mis à coder. Puis après, je me suis orienté un peu vers le web. J'ai fait plein de trucs. Et c'est vraiment parti de cette base que je jouais. Et j'avais envie de créer du contenu pour moi et mes amis pour qu'on puisse jouer à d'autres trucs. Et c'est en faisant ça que j'ai commencé à coder. En fait, moi, je voulais un peu répondre à ce qu'a dit Amy. C'est effectivement, à la base, moi, j'étais parti en littérature à la base. J'ai une licence de lettres modernes, mais autant je brillais pas en commentaire de texte, autant c'est plutôt en grammaire que je m'en sortais très 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 bien. Parce que justement, c'était exactement la logique dans laquelle je me retrouvais. C'était moins les mathématiques. Les mathématiques, j'adorais ça, mais par contre, j'étais nul. Après, la programmation, c'est encore une logique à part, mais qui se rapproche pas mal. Pour moi, effectivement, de la grammaire. C'est juste une nouvelle grammaire. Pour ce qui est de comment je m'y suis mis, en fait, c'est un intérêt qui a commencé relativement jeune, puisque mon père avait un ordinateur dans son cabinet médical et il se trouvait que mon petit frère et moi, on aimait bien traîner dessus. Donc on s'est mis relativement tôt à l'informatique, mais en fait au début on jouait plus qu'autre chose. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me demander comment ça marchait. Je suis rapidement passé en première année de mathématiques informatiques à la fac, durant laquelle j'ai eu l'occasion de jouer un peu dans la console. Et ça m'a donné envie. Après, ça a mis encore un petit peu de temps à se concrétiser. Ça a mis des années avant que je m'y mette réellement. Ça peut prendre du temps. Très bien. Merci. D'autres questions? Ça, c'est bientôt fini. Oui, bonjour, merci pour votre témoignage. Pour revenir au monde du travail, mon entreprise, et éviter les schémas connus du codeur sous sa capuche caché de tout le monde, est-ce qu'il y a des domaines, même dans l'informatique, auxquels vous voulez accéder et qu'on vous refuse? Et je penserais, je sais pas moi, dans le marketing ou dans autre chose, ou dans le cyber, dans le forensique, ça serait un peu facile peut-être de vous y amener, mais est-ce qu'il y a des domaines auxquels vous voulez accéder et que vous sentez qu'on vous refuse? J'imagine que c'est plus une question pour moi, vu que c'est moi qui suis dans le monde de l'entreprise pour le moment. J'ai pas eu l'occasion de me confronter à ça pour le moment. Depuis une douzaine d'années que je suis chez Capgemini, je travaille sur des technologies sur lesquelles je suis à l'aise. Et j'ai pas forcément envie de changer de technologie, même si c'est vrai que je pense évoluer plus vers des choses à responsabilité de la gestion à terme. Mais je pense pas que s'il y a un frein, il ne sera pas forcément lié à l'autisme ou que ce soit. Là, ça va être plus en société de service. Très souvent, le frein, ça va être plutôt pour évoluer, il faut qu'il y ait une mission qui aille avec pour enclencher le mouvement, quoi. C'est plus ça qui. Pour moi, ça va avoir plus d'impact que le reste. Si je peux me permettre, mis à part pour le jeune homme qui a 16 ans, là on comprend pourquoi vous n'êtes pas dans le monde du travail. C'est bien. Et pour vous deux qui vous êtes à l'IMT, on vous a refusé
du travail? On vous a mis, ou alors c'est vous, vous êtes en reconversion, vous faites des études et vous attendez à rentrer dans le monde du travail très prochainement. Ou alors j'ai pas compris. Bah, pour l'instant, je me suis pas encore lancée dans des modes d'embauche, de travail. Je vais plutôt me concentrer sur les études. Après mon bac, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai essayé plein de trucs, mais ça ne m'allait pas. Et après plein de péripéties, je suis arrivée au château, là, à l'IMTS. Moi, sincèrement, je connaissais à peine le code. J'en ai vu un peu en fin d'année au lycée parce si on voulait se réorienter dans d'autres trucs. Mais en plus, j'ai failli pas venir ici parce que de base, on m'a dit t'es dysorthographique, t'es dyslexique, tu pourras jamais faire de code parce que tu vas inverser des trucs, oublier des virgules. En finalité, je suis une de celles qui s'en sort mieux dans la classe. Alors, ça veut rien dire. Et pour ce qui est qu'on nous empêche d'accéder à des trucs en soi, moi je pense que personne ne pourra jamais vraiment nous empêcher d'accéder, surtout au code, parce que tu peux trouver des réponses partout. Moi j'ai de la chance, il y a lui là. Il sert beaucoup. Sinon on a notre ami Google qui est incroyable, je crois, qui nous sert beaucoup aussi. Si tu connais le nom des langages et que tu t'y intéresses, tu peux apprendre tout en fait. C'est génial. J'ai quand même une petite préférence pour le Hello Matisse. Ouais, c'est vrai, matisse.com, il est bien. Moi, ça fait un petit moment effectivement que j'ai eu mon bac scientifique. J'ai essayé un peu la fac, mais je me retrouvais pas dans le système. Bon, malgré tout, validé ma licence de lettres modernes un peu plus tard. Mais ce qui a réellement posé problème ensuite, c'est pas tellement que j'ai été mis au banc, c'est surtout que j'étais pas diagnostiqué. Donc j'étais un petit peu, je sais pas, c'est quoi le terme, c'est ovni, zèbre, il y en a plein. Mais c'était difficile de me caser parce que j'avais pas d'expérience professionnelle à proprement parler. Donc je suis passé par différents dispositifs, que ce soit auprès de Pôle emploi, auprès de la région Bretagne et autres, trucs de réinsertion professionnelle ou sociale. Et il n'y en avait aucun qui arrivait réellement à m'offrir de réponse. J'ai aussi passé beaucoup de temps chez moi. Bon, je connais pas. Et à l'inverse, Mathis, toi aujourd'hui, tu es confronté à un... Non, il n'y a rien à voir avec ton autisme d'ailleurs. Tu pourrais être capable, enfin, tu l'as démontré avec une forte entreprise il n'y a pas très longtemps, mais qui ne peut pas t'embaucher parce que tu n'as que 16 ans. Ouais, non, c'est un truc que que j'aurais, comment expliquer? J'aurais préféré être plus vieux d'une certaine manière pour pouvoir être embauché, pouvoir chercher du job plus tôt. Parce que j'ai peut-être pas l'expérience ni vraiment la logique de travailler dans une entreprise, mais j'avais envie de l'apprendre. Et si j'avais pu l'apprendre peut-être un peu sur le tas, ça aurait peut-être pas été non plus la meilleure des solutions, mais j'aurais pu l'apprendre en vraiment travaillant. Et c'est un truc qui m'aurait plu, mais malheureusement, 16 ans, impossible. On va prendre peut-être une dernière question, puisqu'il y a une table ronde suivante qui va se préparer. Allez-y, profitez d'une autre, une autre question. Oui, bonjour. Alors déjà, merci pour vos témoignages. Donc ça fait un peu suite à la question de monsieur là-bas. C'est du coup dans ce processus pour l'embauche, justement, si vous rencontrez aussi des difficultés. Donc je pense notamment, vous parliez pour les bureaux individuels avec les néons qui pouvaient vous gêner ou quoi que ce soit. Lors d'entretien ou de choses comme ça, quelles difficultés vous pourriez avoir justement par rapport à ça? Moi, je commence. Ouais. Moi, je pourrais avoir tendance à stresser énormément à l'approche, mais bon, ça, je pense que tout le monde stresse beaucoup, mais je vais avoir tendance à essayer de à vraiment essayer de penser trop à des petits détails sans réelle importance, et je peux avoir tendance à paniquer et des fois juste pas stresser trop pour me déplacer ou tout ça, et, euh, et aussi le côté avoir peur que la personne soit pas forcément à l'écoute. Dans la mesure où si la personne ne sait pas comment l'autisme marche, ne sait pas réellement comment s'y prendre, elle pourrait poser les mauvaises questions ou juste on pourrait avoir la sensation qu'elle n'écoute pas ou qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas envie d'écouter nos problèmes et nos problématiques.
Je pense que moi, ça pourrait être une problématique que je pourrais rencontrer. Après, j'en sais rien. Mais pour moi, ça pourrait être le truc le plus apparent qui pourrait arriver. Bah, c'est ce à quoi je voulais venir un peu tout à l'heure, c'est qu'au final, c'est surtout une méconnaissance de l'autisme, de ce que ça peut apporter comme force et comme faiblesse, qui peut poser problème et qui peut être un frein. C'est pas tellement des barrières qui sont posées, c'est surtout qui sont là et un petit peu ignorées, d'une certaine façon. Emmanuel, toi qui as passé des entretiens. Ouais, oui, alors moi quand j'ai passé mes entretiens, j'étais pas au courant de mon handicap, de ma différence plutôt, puisqu'elle est pas si handicapante que ça dans le boulot, j'ai pas besoin d'aménagement particulier, j'ai quelques hypersensibilités, mais pas au point que ça soit insoutenable. Par contre, c'est une discussion qu'on a eue un petit peu ensemble avant cette réunion, voilà, sur comment se comporter dans le monde d'entreprise. Donc, Mathis et Amy qui sont jeunes et n'ont pas encore eu trop l'occasion de se confronter au processus de recrutement et qui anticipe un petit peu, qui angoisse sur le fait, voilà, est-ce qu'on doit en parler lors de l'entretien ou pas? Est-ce qu'on va pas être mis dans une boîte? Est-ce que ça va pas bloquer les choses? Et c'est compliqué d'y répondre. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux en parler parce que de toute façon, si on est face à une boîte qui ne sera pas capable de répondre aux besoins, aux besoins spécifiques, il vaut mieux que ça se sache dès l'entretien. Ça ne sert à rien d'essayer de le cacher puis d'être recruté et que ça se passe mal après. On se ferme des portes, mais ce n'est pas des bonnes portes. Donc, pour moi, mieux vaut essayer d'en parler. Et ça peut permettre aussi de faire bouger, de sensibiliser aussi les recruteurs. Voilà, la première fois qu'ils sont face à un autiste qui leur parle des besoins spécifiques qu'il a, peut-être que le recruteur ne saura pas comment réagir. Mais normalement, s'il fait bien son boulot, il se renseignera pour la prochaine fois. Et normalement, s'il se renseigne bien au bon endroit, il saura qu'il peut faire des choses et que c'est des profils qu'il faut pas passer à la trappe. Amy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bon après, je pense pas que je vais être très longue parce que j'ai pas des difficultés de malade, un peu comme Emmanuel, j'ai pas des trucs insoutenables. Donc moi, en vrai, mes vraies difficultés, ça va être au niveau du social. Mais je pense que c'est un peu comme tout le monde. Si je suis avec un groupe où ça se passe mal, c'est sûr qu'on n'avancera pas bien au travail. En fait, c'est la loterie. C'est pour ça que généralement, tu prends du temps à chercher un emploi. C'est que moi, si je tombe sur une équipe qui marche bien, qui avance bien, où on travaille en cohésion et qu'on fait des vrais projets qui aboutissent, c'est bien. Par contre, si je tombe sur des gens qui se lancent des pics toutes les 5 minutes et qui ne peuvent pas me blairer, ça ne sert à rien. Voilà, quoi, on a aussi des problèmes comme ça, et je pense que c'est tout le monde. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui ai plus de problèmes à ce niveau-là, j'en sais rien. Mais oui, c'est vrai que si un environnement de travail, et notamment le côté social de l'environnement de travail est un peu toxique, certains profils atypiques vont avoir tendance à absorber le poison 10 fois plus que les autres. Et on parlait d'aménagement, d'aider à fluidifier, la plupart des choses qu'on présente, ça aide un profil autiste à pouvoir travailler, mais quelque part, c'est des choses qui pourraient bénéficier à tout le monde. Ne pas avoir des lumières, le néon qui clignote ou la lumière dans la tronche. Par exemple, moi, dans mon open space, on ne peut pas éteindre les lumières. Et elles sont automatiques, elles se déclenchent toutes seules quand il y a quelqu'un qui bouge. Il y a un coin de l'open space où on peut choisir d'éteindre la lumière. Moi, j'aime bien travailler dans le noir. Donc, je prends toujours ce coin-là de l'open space. Mais c'est des choses quelque part, c'est un environnement qui soit pas toxique. C'est quelque chose qui est souvent revenu. Voilà, de la masculinité des fois dans les milieux informatiques qui peut être un peu exacerbée et pas évident pour quelqu'un qui est pas dans un délire testostérone ou pire qui est une femme, ça peut être vachement. Excuse-moi. Non, au contraire. Ça peut être difficile de faire évoluer l'environnement et justement, peut être tenté de faire des efforts pour s'adapter à ça, alors que ça devrait être l'inverse. Et donc ça fait partie des choses aussi qui doivent évoluer sur les cancers. Mais encore une fois, c'est
C'est un environnement qui doit évoluer pour tout le monde, pas que pour les autistes. Donc, il y a encore des questions? Je pense qu'on va conclure. Hélène, je finis. Voilà, je remercie Amy, Mathis, Antoine et Emmanuel. Vous pouvez applaudir, ils vont se boucher les oreilles. C'était un gros travail de préparation, comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, vous vous dites, ouais, si c'est bien d'imaginer. Et moi, j'ai simplement envie de vous dire qu'il va falloir qu'on bouge encore beaucoup les lignes parce que tout est à faire auprès des entreprises. Et les entreprises qui sont là, je vous remercie parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés par le sujet. Mais maintenant, il ne faut pas être simplement intéressé, il faut être dans l'action. Donc, si vous voulez avoir plein de billes par rapport à ça, je vous invite à venir nous voir. Donc, au stand des associations où le pôle cyber nous a permis d'avoir un stand avec l'AFG et d'autres associations. Et on vous donnera, déjà parce que vous serez là encore, demain il y en aura d'autres. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas simplement le mettre en beau sur votre politique RSE, c'est être vraiment dans l'action et ça, on saura vous dire comment faire. Merci à vous et puis voilà, j'ai fini, on a fini, voilà. Merci.